Charles Péguy, sur le travail et sur deux époques de la vie ouvrière. Extrait de L'Argent. Le croira-t-on, nous avons été nourris dans un peuple gai. Dans ce temps-là, un chantier était un lieu de la terre où des hommes étaient heureux. Aujourd'hui, un chantier est un lieu de la terre où des hommes récriminent, s'en veulent, se battent, se tuent. De mon temps, tout le monde chantait, excepté moi, mais j'étais déjà indigne d'être de ce temps-là. Dans la plupart des corps de métier, on chantait. Aujourd'hui, on renacle. Dans ce temps-là, on ne gagnait pour ainsi dire rien. Les salaires étaient une bassesse dont on n'a pas idée. Et pourtant tout le monde bouffait. Il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond, on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants. Et on en élevait. Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse strangulation économique qui, à présent, d'année en année, nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien, on ne dépensait rien, et tout le monde vivait. Il n'y avait pas cet étranglement économique d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien à dire et où celui qui est étranglé a si évidemment tort. On ne saura jamais jusqu'où allait la décence et la justesse d'âme de ce peuple. Une telle finesse, une telle culture profonde ne se retrouvera plus. Ni une telle finesse et précaution de parler. Ces gens-là eussent rougi de notre meilleur ton d'aujourd'hui, qui est le ton bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. Ne croira-t-on, et ceci revient encore au même, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Nous avons connu des ouvriers qui, le matin, ne pensaient qu'à travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure? Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11 heures, ils chantaient en allant à la soupe. En somme, c'est toujours du Hugo. Et c'est toujours à Hugo qu'il en faut revenir. Ils allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même, et la racine profonde de leur être, et la raison de leur être. Il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le seul peut-être qui se tienne debout. C'est par exemple pour cela que je dis qu'un libre penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos jours. Parce qu'un dévot de nos jours est forcément un bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui, au Moyen-Âge, régissait la main et le cœur. C'était le même conservé intact en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien faite, poussée, maintenue jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur, et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Comment a-t-on fait du peuple le plus laborieux de la terre, et peut-être du seul peuple laborieux de la terre, du seul peuple peut-être qui aimait le travail, et pour l'honneur, et pour travailler, ce peuple de saboteurs? Comment a-t-on pu en faire ce peuple qui, sur un chantier, met toute son étude à ne pas en fiche un coup? Ce sera dans l'histoire une des plus grandes victoires, et sans doute la seule, de la démagogie bourgeoise intellectuelle. Mais s'il faut avouer qu'elle compte, cette victoire. Il y a eu la révolution chrétienne, et il y a eu la révolution moderne. Voilà les deux qu'il faut compter. Un artisan de mon temps était un artisan de n'importe quel temps chrétien, et sans doute peut-être de n'importe quel temps antique. Un artisan d'aujourd'hui n'est plus un artisan. Dans ce bel honneur de métier convergeaient tous les plus beaux, tous les plus nobles sentiments. Une dignité, une fierté, ne jamais rien demander à personne, disait-il. Voilà dans quelle idée nous avons été élevés. Car demander du travail, ce n'était pas demander. C'était le plus normalement du monde, le plus naturellement réclamé, pas même réclamé. C'était se mettre à sa place dans un atelier. C'était, dans une cité laborieuse, se mettre tranquillement à la place de travail qui vous attendait. Un ouvrier de ce temps-là ne savait pas ce que c'est que quémander.
c'est la bourgeoisie qui quémande. C'est la bourgeoisie qui, les faisant bourgeois, leur a appris à quémander. Aujourd'hui, dans cette insolence même et dans cette brutalité, dans cette sorte d'incohérence qu'ils apportent à leurs revendications, il est très facile de sentir cette honte sourde, d'être forcé de demander, d'avoir été amené par l'événement de l'histoire économique à quémander. Ah oui, ils demandent quelque chose à quelqu'un à présent. Ils demandent même tout à tout le monde. Exiger, c'est encore demander, c'est encore servir. Ces ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était entendu. C'était un primat. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue, montée du plus profond de la race, une histoire, un absolu. Un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Et encore, c'est moi qui en cherche si long, moi dégénéré. Pour eux, chez eux, il n'y avait pas l'ombre d'une réflexion. Le travail était là. On travaillait bien. Il ne s'agissait pas d'être vu ou pas vu. C'était l'être même du travail qui devait être bien fait. Et un sentiment incroyablement profond de ce que nous nommons aujourd'hui l'honneur du sport. Mais en ce temps-là, répandu partout. Non seulement l'idée de faire rendre le mieux, mais l'idée, dans le mieux, dans le bien, de faire rendre le plus. Non seulement à qui ferait le mieux, mais à qui en ferait le plus. C'était un beau sport continuel, qui était de toutes les heures, dont la vie même était pénétrée, tissée, un dégoût sans fond pour l'ouvrage mal fait, un mépris plus que de grand seigneur pour celui qui eut mal travaillé. Mais l'idée ne leur en venait même pas. Tous les honneurs convergeaient en cet honneur, une décence et une finesse de langage, un respect du foyer, un sens du respect, de tous les respects, de l'être même du respect. Une cérémonie, pour ainsi dire, constante. D'ailleurs, le foyer se confondait encore très souvent avec l'atelier, et l'honneur du foyer et l'honneur de l'atelier étaient le même honneur. C'était l'honneur du même lieu, c'était l'honneur du même feu. Qu'est-ce que tout cela est devenu? Tout était un rythme et un rite et une cérémonie, depuis le petit lever. Tout était un événement, sacré. Tout était une tradition, un enseignement, tout était légué, tout était la plus sainte habitude. Tout était une élévation intérieure et une prière toute la journée, le sommeil et la veille, le travail et le peu de repos, le lit et la table, la soupe et le bœuf, la maison et le jardin, la porte et la rue, la cour et le pas de porte, et les assiettes sur la table. Il disait en riant, et pour embêter les curés, que travailler c'est prier, et ils ne croyaient pas si bien dire. Dans leur travail était une prière, et l'atelier un oratoire. Tout était le long événement d'un beau rite. Ils eussent été bien surpris, ces ouvriers, et quel eût été, non pas même leur dégoût, leur incrédulité, comme ils auraient cru que l'on blaguait, si on leur avait dit que quelques années plus tard, dans les chantiers, les ouvriers se proposeraient officiellement d'en faire le moins possible, et qu'ils considéreraient ça comme une grande victoire. Une telle idée pour eux, en supposant qu'ils la puissent concevoir, c'eût été porter une atteinte directe à eux-mêmes, à leur être, s'aurait été douter de leur capacité, puisque ça aurait été supposé qu'ils ne rendaient pas tant qu'ils pouvaient. C'est comme de supposer d'un soldat qu'il ne sera pas victorieux. Eux aussi, ils vivaient dans une victoire perpétuelle. Mais quelle autre victoire? Quelle même et quelle autre? Une victoire de toutes les heures du jour dans tous les jours de la vie. Un honneur égal à n'importe quel honneur militaire. Les sentiments mêmes de la garde impériale. Et par suite, ou ensemble, tous les beaux sentiments adjoints ou connexes, tous les beaux sentiments dérivés et filiaux. Un respect des vieillards, des parents, de la parenté, un admirable respect des enfants. Naturellement, un respect de la femme. Il faut bien le dire, puisqu'aujourd'hui c'est cela qui manque tant. Un respect de la femme, par la femme elle-même. Un respect de la famille, un respect du foyer. Et surtout un goût propre et un respect du respect même.
un respect de l'outil et de la main, ce suprême outil. Je perds ma main à travailler, disaient les vieux. Et c'était la fin des fins. L'idée qu'on aurait pu abîmer ces outils exprès ne leur eût pas même semblé le dernier des sacrilèges. Elle ne leur eût pas même semblé la pire des folies, elle ne leur eût pas même semblé monstrueuse, elle leur eût semblé la supposition la plus extravagante. C'eût été comme si on leur eût parlé de se couper la main. L'outil n'était qu'une main plus longue, ou plus dure, des ongles d'acier, ou plus particulièrement affectée. Une main qu'on s'était faite exprès pour ceci ou pour cela. Un ouvrier abîmer un outil, pour eux, c'eût été, dans cette guerre, le conscrit qui se coupe le pouce. On ne gagnait rien, on vivait de rien, on était heureux. Il ne s'agit pas là-dessus de se livrer à des arithmétiques de sociologues. C'est un fait, un des rares faits que nous connaissions, que nous ayons pu embrasser, un des rares faits dont nous puissions témoigner, un des rares faits qui soit incontestable. Notez qu'aujourd'hui, au fond, ça ne les amuse pas de ne rien faire sur les chantiers. Ils aimeraient mieux travailler. Ils ne sont pas en vain de cette race laborieuse. Ils entendent cet appel de la race. La main qui démange, qui a envie de travailler, le bras qui s'embête de ne rien faire, le sang qui court dans les veines, la tête qui travaille et qui, par une sorte de convoitise anticipée, par une sorte de préemption, par une véritable anticipation, s'empare d'avance de l'ouvrage fait. Comme leur père, ils entendent ce sourd appel du travail qui veut être fait. Et au fond, ils se dégoûtent d'eux-mêmes d'abîmer les outils. Et voilà, des messieurs très bien, des savants, des bourgeois, leur ont expliqué que c'était ça le socialisme, et que c'était ça la révolution.